Donc Mélanie, voici nos questions pour toi. Alors, le protocolaire, nouveau paradigme de l'art contemporain, point d'interrogation, je présume. Donne-t-il naissance à un nouveau paradigme de l'exposition contemporaine? Le devenir perlocutoire de l'œuvre est-il sincèrement... la lecture, déchiffrement... amène-t-il au retrait du visible? Le devenir perlocutoire de l'œuvre est-il sincèrement... Voilà. Mais je vais y répondre. Est-ce qu'il n'y a que le langage qui puisse être performatif au sens linguistique d'Austin? Quelle est la matière du mot? Question très ouverte. Est-ce qu'il existe d'autres supports à la partition que le papier? Pourquoi continuer à exposer le protocole? Une de ses intentions n'est-elle pas d'avoir lieu dans la vie? Comment mettre en rapport une exposition à être lue avec la Covid qui interdit le présentiel? Copland au format PDF, un avenir pour l'exposition. Ouais, il sera très content. Le statut octorial n'est-il pas forcément remis en question par la partition? Tu parles d'exposer sans voir, mais les partitions, elles, sont bien visibles dans ton exposition. Est-ce que cela veut dire que pour toi, la partition n'est pas l'œuvre vue? Si l'expression œuvre mode d'emploi était à refaire, que changerais-tu? Bon, vous avez 3 heures. Alors la bonne nouvelle, c'est que je peux choisir. Et tu as 10 minutes en plus, c'est ça? C'est qu'il faut choisir. J'aimerais réussir à faire aussi bien que Caroline, c'est ça, qui a réussi à... Alors, bon, tout ça, les nouveaux paradigmes, tout ça est... faut pas que ça soit considéré comme ambitieux. Après, je trouve que... Et c'est peut-être pour rebondir sur qu'est-ce qui se donne à voir, ou est-ce qu'on peut exposer des partitions sur les fers. Alors, il est vrai, peut-être pour faire ce détour par rapport à l'exposition, j'ai omis, mais sciemment, de dénoncer que dans cette exposition, il y avait quand même un deuxième volet qui va pouvoir répondre, qui était les volets d'activation. Voilà, l'exposition n'a pas consisté uniquement à exposer des feuilles de papier au mur, même si à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que ça reste intéressant. Mais voilà, j'avais envie de creuser quand même cette question de la lecture. Alors oui, il y a quand même des mots et des partitions qui se donnent à voir dans cette exposition. Alors qu'est-ce qui se donne à voir? Est-ce que c'est l'œuvre? Ou est-ce que c'est quelque chose de possible qui pourrait être une œuvre? Je pense que c'est ces deux, l'œuvre. C'est-à-dire que ce serait effectivement la partition, et puis le possible qui peut être activé ou pas activé. J'aurais tendance à dire que c'est les deux. Donc voilà, oui, c'est bien lisible. Le statut octorial n'est pas forcément remis en question par la partition, pour moi, à partir du moment où c'est effectivement fait par l'artiste, et pas par quelqu'un d'autre nécessairement. Ça symbolise juste son intention d'artiste, et en cela on reste dans une considération éminemment classique de qu'est-ce qui fait œuvre. C'est dans un premier temps l'intention de l'artiste, qui au fil des siècles s'est nécessairement accompagnée d'une réalisation, mais à partir du XXe siècle on a vu que c'était pas forcément nécessaire. Donc voilà, au moins ça rend visible cette intention. Et en cela, ça reste l'artiste qui produit cette intention. Voilà, celles-ci, elles sont dures. Alors, je ne sais pas si je vais laisser migrer.
Alors, pourquoi continuer à expositionner les protocoles si effectivement une de ses intentions est d'activer, hein, bien sûr. Mais justement, je trouve qu'à l'endroit précisément d'une exposition, qui, au-delà des définitions, est quand même un endroit, un espace-temps et qui propose quand même quelque chose à un public, si on devait, dans un temps et un espace donné, qui plus est a priori le plus accessible et visible possible, c'est-à-dire quand il n'y a plus que les mots et que des partitions, qu'est-ce que ça vient nous poser comme question? Je trouve que c'est qu'est-ce qui s'expose, et je trouve que c'est étrangement très adressant. Alors c'est sûr que ça déplace le public dans un autre type d'action cognitive, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que autant la lecture, même quand on va au Louvre pour aller voir un chef-d'œuvre, bien sûr qu'on l'a fait, mais c'est pas ça qui va a priori participer directement à notre réception esthétique, puisqu'on a le visible qui est là et qui fait qui est l'œuvre qui est physiquement là, qui fait le travail. Là, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de voir si on n'a que les mots qui vont effectivement suggérer une action directe qui est celle en premier lieu de la lecture. Qu'est-ce qui se passe à l'endroit de cette réception esthétique? Voilà. Et il se passe quelque chose, pour moi, et il se passe déjà beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est une autre question, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir où est-ce que ça vient nous déplacer à l'endroit du spectateur. Alors, à côté de ça, il ne faudrait pas, je crois encore, et plus que jamais, hein, au lieu musée, au lieu galerie, qui soit un espace privilégié, pour pas dire sanctuarisé, mais où une émotion, expérience ou même réflexion esthétique peut avoir lieu. Et effectivement, à l'heure du Covid, parce que de féminiser que les trucs moches, voilà, ça va. Effectivement, et plus largement avec cette vraie fausse accessibilité par le numérique, évidemment qu'il y a un grand danger. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... C'est évidemment que c'est une fausse... à terme, c'est une fausse accessibilité, parce que le temps n'est pas véritablement choisi, ou en tout cas autrement choisi, que lorsque l'on fait le choix d'aller dans un lieu, galerie, musée. Le contexte n'est pas préparé. Hein, quand on est chez soi, sur son canapé, c'est encore autre chose, je trouve. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais je trouve que là aussi, il faut être assez vigilant dans quelles sont les conditions pour que quelque chose advienne. Ça continue d'être cette question-là, et que ça soit le musée et le théâtre, que je connais peut-être mieux aussi, restent pour moi des lieux évidemment à continuer d'investir. Donc, oui, ça vient bouger le paradigme des expositions, mais comme l'a fait aussi la performance. Et puis après, les institutions, en premier lieu, sont rusées dans leur capacité de récupération de tout ça. Et ça va faire presque 10, pour pas dire 20 ans, que... il y a eu des inventions pour que on commence à collectionner des partitions, ce qui fait que même au début c'est un peu étrange quand même de conserver des partitions, hein, de les ranger avec tout un tas dont on parlait un peu ce matin, mais le MoMA il y a une espèce de mainmise, hein, de véritablement de récupération, au point que les artistes eux-mêmes ou les ayants droit doivent d'abord demander au MoMA pour pouvoir réactiver telle ou telle partition, par exemple. Donc voilà, on arrive à ce type de questions. Ce qui est problématique quand même. Hein, quand les personnes sont... C'est bien pour ça qu'à l'échelle de la danse, les Mirs Cunningham, les Pina Bausch, ce sont, voyons un peu comment les choses s'organisent, organisent se mettent en fondation, pour précisément garder cette question presque de l'auteur, quoi. Hein, Alors qu'on voit par exemple que les partitions Fluxus étaient faites pour être librement diffusées, faites par tous, n'importe quand, n'importe comment. Donc il y avait vraiment
cette idée de diffusion très large. Et j'en ai reparlé récemment avec Marcel Aloco, donc qui faisait partie de la bande Fluxus Nice, et pour savoir si justement je pouvais activer l'une de ces partitions. Et il m'a répondu, mais bien sûr, n'importe qui peut activer mes partitions, n'importe quand, elles sont faites pour ça. Il n'y a aucun droit dessus, je ne revendique rien. Mais on parlait effectivement d'économie un peu ce matin. Actons que je dirais le statut auctorial de l'artiste reste celui ou celle qui produit une intention qui peut se formaliser à minima par une partition. Bon, après, le modèle économique est aussi à repenser, parce qu'à un moment donné, si tout le monde peut réactiver la partition, qu'est-ce qui s'expose, enfin, qu'est-ce qui se donne à voir et qui est rétribué pour ça. Enfin, c'est vraiment une espèce... Enfin, chose politiquement là-dessous, il y a aussi des questions, hein, parce que effectivement, cette... comment dire, cette valeur de la participation du spectateur dont on entend parler depuis maintenant presque 30 ans. Il y a quelque chose de politique qui est... mais c'est un vaste... Est-ce que justement la partition n'est-elle pas un objet subversif parce qu'elle se transmet très librement et sans question justement financière? Ouais. Le modèle de transaction, il est bousculé, c'est évident. C'est pas pour rien que les musées se sont agités depuis 20 ans pour dire il y a quelque chose qui nous échappe, il n'y a pas de marché de l'art là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez subversif dans cette histoire, mais comment les artistes se réemparent et continuent de s'emparer de cet outil presque politique, ça reste une question. Mais je trouve passionnante, du coup, hein, à l'heure où... Enfin, mais comme quand Antino Segal vient mettre de la performance au musée, on voit que le musée, enfin, ça marche plus, parce que c'est plus du tout les mêmes modèles économiques. Mais donc voilà, l'économie va forcément venir un peu redéployer les questions, je trouve. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Merci.